Bonjour et bienvenue à cette matinale de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Au sommaire de l'actualité ce matin, nous parlerons bien évidemment des statistiques qui sont indispensables pour un développement durable et le cas spécifique du Cameroun, en mettant un accent particulier sur le recensement général de la population qui est annoncé dans les tout prochains jours. Nous parlons aussi bien évidemment de la Fédération camerounaise de football et de cette sortie du ministre en charge des sports, Bidoum Pat, qui reprécise les missions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le Burkina Faso va également nous intéresser ce matin avec ces élections législatives présidentielles qui vont se dérouler dans les tout prochains jours, avec le Congrès pour la démocratie, l'ancien parti politique de Blaise Compaoré, qui entend jouer les grands rôles pour ce qui est donc de cette consultation électorale. Les tilapias chinois nous intéressent ce matin et c'est du côté du Togo où les populations nous font savoir que ces tilapias sont impropres à la consommation. Les attaques de Paris feront bien évidemment partie de cette actualité ce matin où le djihadiste Abdelhamid Abaoud reste toujours introuvable en dépit des assauts menés hier du côté de Saint-Dédie à Paris. La République centrafricaine également sera au centre des préoccupations avec un contingent de 400 casques bleus de la République démocratique du Congo qui ne feront plus partie de cette mission pour la paix du côté de la Centrafrique. Voilà donc pour les grandes lignes. Dans un petit instant, je vous retrouve pour recevoir Serge Bondje. Retour sur le plateau de la matinale de l'information, si vous prenez seulement l'antenne. Serge Bondje, bonjour. Bonjour le Roger Noadieu, mesdames, messieurs, bonjour à vous. Alors nous parlons ce matin de la statistique ou alors des statistiques et vous nous faites savoir qu'au Cameroun, avec l'enquête que vous avez menée hier, que les gens ne comprennent pas véritablement de quoi il est question. Alors, la grosse différence, c'est qu'hier, c'était la célébration de la journée africaine de la statistique. Nous savons qu'il y a une journée internationale, généralement célébrée au mois d'octobre. Cette journée permet également de revoir un peu de près ce qu'on met à disposition comme chiffres au niveau des pouvoirs publics pour comprendre comment est-ce qu'on peut mieux argumenter, mieux prendre des décisions qui engagent la vie de la nation, mieux prendre également d'autres décisions qui pourraient intéresser les pouvoirs publics. Hier, donc, à l'occasion de cette célébration sur le plan africain, on n'a pas beaucoup vu l'engouement des États et notamment des Camerounais des villes de Douala et Yaoundé sans véritable manifestation particulière sur cette journée-là. On est resté beaucoup plus dans la symbolique même de la célébration de ces statistiques sur le plan africain et même comment est-ce que les administrations publiques devraient désormais prendre en compte les statistiques qui sont mises à disposition pour trouver des solutions et également apporter une sorte de participation assez conséquente des pouvoirs publics dans le cadre de la prise de décision. Ça peut s'observer au niveau du recensement des ménages, ça peut s'observer au niveau même des entreprises qui devront mettre à disposition des personnes chargées donc de la récolte de ces informations-là, des informations vraies et surtout ce qui permet d'avoir des équilibres. On a un peu faussé les calculs lorsqu'on ne donne pas les chiffres exacts. Le cas par exemple de la population de Douala, lorsqu'on nous parle de 4 millions d'habitants, c'est un peu difficile. Et donc ça veut dire que les calculs vont à partir de ce fait, même si on veut sauvegarder un certain agrégat, un certain aura sur le plan politique pour pouvoir démontrer à la dernière minute que les Camerounais participent effectivement à au jeu électoral. Il y a quand même un problème. Donc pour la part des entreprises, mettre à disposition des statistiques fiables et réelles permettent dans une confidentialité, on nous l'a encore assuré hier, ces chiffres qui sont donnés n'iront pas au fisc, même si les gens disent que l'administration publique elle est circulaire et qu'on peut avoir ces chiffres d'une manière comme une autre. Donc ce qu'on retient pour l'instant, c'est que la statistique au Cameroun n'est pas très connue et on a du mal à harmoniser les chiffres lorsqu'on veut établir des faits probants. Alors, et pourtant, la statistique reste très importante pour ce qui est donc du développement et surtout pour un développement durable. Il faut avoir des statistiques appropriées pour lancer des projets qui concernent la santé des populations, les projets de développement, les écoles, les universités. Il faut maîtriser le nombre d'habitants au kilomètre carré
pour pouvoir véritablement investir? C'est tout un calcul parce qu'en fait, lorsqu'on n'est pas très pointu sur les chiffres exacts, on a du mal à harmoniser, on a du mal à penser le développement d'une localité, le cas des écoles, le cas sur le plan sanitaire comme l'avait relevé, en comprenant clairement qu'à tel kilomètre carré, on a besoin d'un certain nombre de populations. Ça permet de pouvoir équilibrer, même sur le plan de la gestion des ressources sur le plan local. Ça peut se faire, mais aujourd'hui, la statistique plombe véritablement l'échiquier local. On est donc dans le cadre de l'opération qui est engagée tout récemment par les pouvoirs publics pour le recensement général, le 4e de la population camerounaise. Beaucoup parlent de notre pays qui aurait avoisiné les 22 millions d'habitants, 24 millions d'habitants. Il y a des sceptiques même qui vont jusqu'à estimer que le Cameroun a un peu plus de 25 millions d'habitants. On verra donc au terme de ce recensement général là pour le cadre de la population de voir combien est-ce que nous sommes estimés. On a pris un exemple tout à l'heure. Donc si on vous dit que la ville de Douala faisait ce nombre d'habitants là, ça reste quand même difficile à accepter. Et pour ceux qui connaissent bien cette agglomération, cette ville de Douala de plus en plus cosmopolite avec des populations qui vaquent aisément à leurs occupations dans une paix, dans une stabilité reconfortée par les pouvoirs publics. Donc ce qu'on peut également dire, c'est que la statistique a véritablement sa place et qu'il est question désormais pour les personnes chargées de passer l'information, de donner la bonne information, l'information vraie. Il y en a qui sont censés donc vous apporter cette information, mais parce qu'ils veulent la biaiser, tout de suite, les calculs ne sont plus ceux-là. Je prends un exemple qui est très simple. Les statisticiens rencontrent beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, même sur le plan éducatif. On l'a souvent vu dans quelques lycées, lorsqu'on demande de ressortir un peu le taux d'inscription des élèves lors des examens officiels, on ira jusqu'à demander par classe, par question de savoir combien de filles, combien de garçons participent, mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'on vous donne un chiffre comme ça, il faut avoir les détails. Les détails permettent également de déterminer, d'établir ce qu'on peut avoir comme élèves participants. D'autres personnes prennent un exemple qui est très facile. Dans les écoles primaires, on l'a souvent vu, lui Roger, lorsque vous faisiez la classe de cours moyen, devoir, on avait l'habitude lorsqu'on entrait en classe, on avait un petit bout au tableau, on disait présence, tel nombre d'élèves présents, tel nombre absents, tel nombre d'élèves malades. Donc ça peut se faire. Il faut qu'on y retourne dans nos écoles aujourd'hui. On n'a plus ces statistiques-là. On ne peut plus avoir exactement quel est donc le nombre d'élèves qui sont arrivés à l'école aujourd'hui. Et à l'école, les directeurs dans ces écoles faisaient le tour pour voir par salle de classe combien d'élèves sont présents, combien ont participé au cours au jour le jour, et puis les rapports étaient faits et envoyés ainsi aux administrations compétentes. Donc c'est important de revenir sur cette statistique africaine qui peut permettre de prendre des décisions importantes. Si on a des statistiques qui sont faussées, on ne pourra pas avoir ce que l'on estime au niveau même des populations, au niveau même de l'accroissement, au niveau du développement même du pays. Donc c'est très important de s'y mettre et d'accorder une part belle donc, à la statistique. Et même si, sur le plan économique, beaucoup d'hommes d'affaires ont du mal à donner les chiffres exacts. Alors, il faudrait bien évidemment que nos politiciens cessent donc de politiser le recensement et de donner les chiffres exacts qui permettent bien évidemment à une jeune nation de pouvoir se développer. Je voudrais, merci Serge Manger pour tout ce développement. Alors, on va poursuivre cette actualité. Vous ne partez pas. Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Serge et à nos téléspectateurs. Alors, pour parler de sport et de FECAFOOT, avec bien évidemment cette décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a décidé de recentrer les choses, s'agissant bien évidemment de la sortie récente d'Abdourahmane Baba qui estimait que les élections au niveau de la Fédération camerounaise de football étaient biaisées. Il y avait un texte particulier qui n'avait pas été respecté. Mais le ministre des Sports vient donc de clarifier les choses en publiant un communiqué dans lequel on peut bien lire que le comité, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Conseil national, du Comité national olympique et sportif du Cameroun est allé au-delà de ces missions qui sont celles de gérer les litiges entre les licenciés et les différentes fédérations sportives. Alors, Patrick Christian Dobo, est-ce que vous ne pensez pas que le ministre vient là de toucher là, ce point d'ombre que certains journalistes sportifs ne voyaient pas? Ben, je ne sais pas s'il ne le voyait pas de manière volontaire ou bien à dessein, ou alors par finalement méconnaissance des attributions de ces institutions-là. Une chambre d'arbitrage reste une chambre d'arbitrage et les parties prenantes qui la sollicitent s'accordent sur un certain nombre de textes qui régissent son fonctionnement et surtout sur les sentences que les décisions de cette chambre d'arbitrage. Mais elle reste une chambre d'arbitrage. Elle ne pourrait pas prendre le dessus sur
on va dire, les contours légaux qui animent la loi fondamentale telle qu'elle est régie dans notre pays, et notamment au niveau de des associations sportives. Le ministre a certes rendu public ce communiqué-là qui donne, on le suppose, la position du gouvernement, et on s'imagine bien que derrière il y a des actions légales, parce que le ministère des Sports est quand même la tutelle, n'est-ce pas, des associations sportives, et il y a chez nous quand même une loi qui régit, on va dire, l'élection à la tête de ces associations-là, avec un certain nombre de critères. Maintenant, les cas de figure auraient pu être différents. Ça aurait pu être le président actuel de la FECAFOOT qui pourrait dénoncer, on va dire, le verdict rendu par la chambre d'arbitrage et se porter en plaignant. Peut-être que le gouvernement a choisi de le faire parce que, disent-ils ou pensent-ils, de ce côté-là, il y a un souci avec la légalité de la sentence, n'est-ce pas, de la chambre d'arbitrage. Mais ce qu'on constate dans ce tourbillon et dans cet énième épisode du grand feuilleton FECAFOOT, c'est que c'est un nouveau rebondissement. Autant aujourd'hui on peut se féliciter de ce qu'on pourrait avoir le gouvernement qui frappe la main sur la table, autant on peut se demander pourquoi il faut toujours attendre qu'on ait des situations aussi pourries que celle-là pour donner l'impression qu'on reprend les choses en main. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas faire comme cela est fait actuellement? Parce que tout ce qu'on veut dans cette histoire de la FECAFOOT, en fin de compte, c'est le calme. C'est un dégoût et finalement une atmosphère nauséabonde que cette FECAFOOT offre à tout le peuple camerounais. Et au-delà, c'est l'image de notre pays qui en prend un sérieux coup. On n'est pas sérieux à la fin. Hein. Tous les 6 mois, on a un nouvel épisode qui coûte aux contribuables. Si ce n'est pas 700 millions pour les élections, si ce n'est pas 700 millions revendiqués par le coach qui est limogé, cette FECAFOOT-là, on a besoin finalement qu'elle laisse un peu de paix aux Camerounais et que s'il y a même encore une petite fibre, n'est-ce pas, sur le plan sportif, qu'on retrouve ça au niveau de nos lions indomptables. Non, lui, Roger, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement attend toujours que les situations soient aussi pourries que celle-là pour nous faire valoir des situations légales qui auraient bien pu être exploitées avant. Alors Serge Bondier, c'est un sujet également qui vous intéresse et votre voix porte. Un sujet qui intéresse tout le monde, il s'agit du sport, il s'agit d'un élément fédérateur, il s'agit du football. Je pense que vous et Patrick Christian Dombo avez fait le tour de la question. Le ministre des Sports est sorti donc en tant que tutelle des fédérations sportives au Cameroun, a fait également des équilibres, il a rétabli un peu ce que devait faire la Chambre de conciliation et d'arbitrage au Cameroun, donc qui reste une chambre, comme l'indique, de conciliation et d'arbitrage, pas une chambre de prise de décision qui avait, dans le cadre de ses missions, qui était outrepassée il y a quelques jours en disant que les statuts, donc l'Assemblée générale, la toute récente de la Fédération camerounaise de football était annulée pour simplement revoir un peu un test qui n'avait pas été respecté dans le cadre donc de cette élection-là. Donc c'est dire clairement qu'au-delà de rétablir un peu les équilibres, les pouvoirs publics du Cameroun ont pour devoir principal de maintenir la paix et la stabilité dans notre pays. D'ailleurs, le ministre est dans son rôle. Et surtout, c'est une sorte d'invite à l'endroit des autres fédérations et qu'il faudrait bien entendu respecter ce qui est dit par les pouvoirs publics et surtout de voir que les Camerounais, comme l'a si bien indiqué Christian, qu'à chaque fois qu'on ait pu à revivre un spectacle au-delà des enjeux majeurs, parce que là, il s'agit non seulement du football qui prend un coup, on est en train de refaire un peu le statut de notre football national. On a vu la visée qu'a aujourd'hui le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko, avec des décisions qui sont prises pour suspendre donc ceux-là même qui sont rattrapés par les lois du football au Cameroun. On a le cas de Joseph-Antoine Bell qui a été sanctionné avec Banjoun FC. Donc on a d'autres présidents qui ont donc également été sanctionnés dans la même veine. Et donc comment comprendre aujourd'hui que l'élection de Tombi Aroko en tant que président, lorsque le Cameroun commence à décoller, voire un peu sortir du bout du tunnel, il faudra renverser ce qui a été fait. Donc ceux qui sont derrière cette mesure qui a été prise par la Chambre de conciliation et d'arbitrage se verront simplement être déçus parce qu'on a vu les juges de cette Chambre qui étaient présents parce que le ministre des Sports a indiqué que toutes les parties, donc de concert avec tout le monde, on a trouvé qu'il fallait rétablir les choses et puis arrêter de faire un peu dans le désordre parce qu'on a besoin d'un peu de paix et surtout on a besoin de retrouver l'équipe fanion de football du Cameroun. On a fait un match pas très apprécié d'ensemble des Camerounais contre le Niger le week-end dernier, un match qui s'est soldé par un score de 0 but partout. Et heureusement qu'on avait quand même gravi un avantage à Niamey en battant donc l'équipe par là-bas par un score de 3 buts à 0. C'est déjà ça, le Cameroun a besoin de ça pour faire naître aussi un peu ce qu'on peut appeler la fibre patriotique.
Merci Serge Baudet et surtout très bonne journée à vous. Alors nous allons poursuivre cette matinale de l'information avec ces attaques de Paris où le djihadiste considéré un peu comme étant le cerveau de ces attaques de Paris reste toujours introuvable. Abdelhamid Abaoud, voilà ce nom de ce jeune âgé seulement de 28 ans qui mobilise et focalise donc toute l'attention et toutes les armées même dites les plus futées. Patrick Kessandro, bonjour, une fois de plus. Ben, écoutez, Louis Roger, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois une fois de plus ce bonjour-là. Je le transmets aussi à nos téléspectateurs. Alors, vous parlez de ces attentats de Paris. On est déjà sur cette vague-là, on surfe sur cette vague-là depuis vendredi dernier. Après l'onde de choc, l'émoi, la frayeur même, on voit la traque, mais de nombreuses interrogations aussi, avec à côté quelques polémiques. Abdelhamid Abaoud n'est certes pas parmi, on va dire, les personnes en exploitation, les propos du procureur de Paris. Il n'est pas parmi les personnes en exploitation, mais aucune précision n'est donnée sur la possibilité qu'il serait parmi les victimes. Et dans ce cas de figure, on reste dans une espèce de flou. Ce flou-là ne permet pas véritablement de savoir quels sont les tenants et les aboutissants autour de cette traque et même de cet assaut que les forces de sécurité françaises ont donné dans la banlieue de Saint-Denis, n'est-ce pas? C'était encore hier. On a vécu ça comme une vraie scène de polar, il faut le dire, une vraie scène de polar. Mais il a fallu bien qu'on se pince de temps en temps pour se rassurer que c'était de la pure réalité. Alors, dans ce contexte-là, des polémiques naissent sur, on va dire, l'efficacité des services de renseignement. Ça n'est pas seulement la France. Du côté de la Belgique, où on a un fief, n'est-ce pas, de ces terroristes-là, on se pose des questions. Voilà qui remet en question toute la politique migratoire et les contrôles de sécurité que la France vit aujourd'hui. Ça jette quand même beaucoup d'inquiétudes sur la considération et l'image qu'on va donner maintenant à ces réfugiés-là. Et même, n'est-ce pas, aux Français ou bien alors aux Occidentaux, aux Européens qui sont d'obédience musulmane. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir séparer ceux qui sont pacifiques de ceux qui sont plongés dans cette violence-là. Mais, Louis Roger, la problématique est ceci. On a l'impression que ces partisans de l'État islamique et ces radicaux-là, quand ils posent des actes pour qu'on se rende compte. Parce que quand on voit le tracé, le passage d'un de ces suspects par la Grèce, pour arriver là où il est arrivé en France, on a l'impression que c'est fait à dessein pour démontrer aux services de sécurité occidentaux qu'il y a énormément de failles dans toutes les barrières qu'ils prétendent mettre. Donc s'il a pu circuler comme ça, se faisant identifier et tout le reste, on a l'impression que c'est fait à dessein pour arriver à une démonstration de force. Alors, Elie Smith, c'est un sujet pour lequel nous avons longuement commenté ici, mais on nous a fait savoir que l'assaut de Saint-Denis était pour débusquer ce djihadiste considéré comme étant le cerveau des attaques de Paris, mais en fin de compte, rien n'a été. Rien n'a été, c'est une déception parce qu'on a cru que Abdelhamid devait être là, ou même l'autre, j'oublie son nom, Salahidine, quelque chose comme ça. Oui, oui. Les deux cerveaux présumés n'ont pas été. Donc ça montre une fois de plus quoi, c'est une défaillance en termes de renseignement. Vous savez, le problème qui est arrivé, c'est qu'il y a un problème dans le service de renseignement, pas uniquement française ou européenne, en particulier en France. Le fait que, je crois qu'on a parlé de ça hier, qu'on a enlevé tous les anciens, on a remplacé par les nouveaux. Il y a les nouvelles méthodes. Il y a un moment, il y a des anciens qui sont utiles. On ne peut pas faire un balayage général et mettre les anciennes méthodes de renseignement est toujours important. Là où on met les gens qui font des filatures, tout ce n'est pas par Facebook ou par Internet. Donc je crois que c'est ça. Et puis aussi, il faut savoir que ces gens-là aussi, on ne doit pas les mépriser. C'est des gars qui réfléchissent aussi. C'est une guerre que le monde islamique ou les militants musulmans sont en train de mener contre les Occidentaux. Donc ça serait quelque chose, je pense que dès cela, la bonne chose avec la France et les pays occidentaux est qu'ils vont se remettre en cause. Ils ont cette capacité à se remettre en cause et revoir tous les failles qu'il y a eu pour que le monsieur, parce que c'est un monsieur vantard, hein, il fait le selfie chaque fois, il est sur Facebook, il est sur YouTube, il a même dit que bon,
En France ou en Europe, il était sur les jet skis, mais maintenant au Moyen-Orient, il tire les cadavres. Donc, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Et bon, je ne sais pas, donc il défie le monde, mais je suis sûr que les Français et les mondes occidentaux, à la fin, vont en voir le dessus. Lorsqu'il y aura encore plusieurs morts sur le carreau, certainement. Alors, je voudrais qu'on parle également de ces attaques de Boko Haram au Nigeria. 2 attaques en 2 jours, avec pratiquement près de 47 morts sur le carreau, sans que cela n'émeuve encore la communauté internationale, sans qu'on ne voie le drapeau nigérian flotter sur certains édifices publics en Occident. Est-ce à dire que les Noirs qui meurent ne sont pas comme ces Blancs qui meurent? Oui, non. Nous-mêmes, je peux vous dire, nous-mêmes ici, tu sais, on a fait des émissions sur les attentats de Paris, hein, et quoi, 2 émissions. Mais est-ce que depuis que ces attentats ont eu lieu au Nigeria, est-ce qu'on s'est posé la question qu'on nous-mêmes aussi on fait une émission ici? Tu vois, on peut critiquer les autres. Est-ce que nous-mêmes ici, on a fait une émission sur pourquoi les attentats se passent au Nigeria? Et puis le président nigérien a même donné que la fin, ça serait en décembre de Boko Haram. Donc voilà. Et bon, de l'autre côté, je crois que j'ai déjà dit ça ici une fois et je vais répéter. Le jour où nous-mêmes, par exemple nous ici à Canal Info, si on avait pris la peine aussi de faire une émission analytique, profonde, comme on a fait sur les canaux, on devait montrer que nous donnons la valeur à nos compatriotes. Donc, c'est nous-mêmes aussi quelque part. On ne se valorise pas. Voilà pourquoi les autres ne nous donnent pas aussi, ne nous mettent pas en valeur. Quel est le pays africain? En dehors du Cameroun, peut-être avec le Tchad. Disons que le Cameroun et le Nigeria sont des victimes de ça, donc peut-être c'est eux-mêmes qui montrent un peu de sympathie. Quel est le pays? Par exemple, la CEMEC avait promis 50 milliards. Il n'y a même pas 1 centime qui a été donné. Parce que les gens croyaient que ça concerne seulement le Cameroun, le Nigeria, c'est tout. Les gens oublient que c'est les gens qui sont mobiles. Il a parlé des gens qui quittent de la Syrie, qui marchent en Grèce, qui te dit qu'ils ne sont pas au Congo, au Burundi, au Rwanda, et personne n'a aidé le Cameroun ni le Nigeria pour cela. Donc je pense que si les autres ne nous donnent pas de valeur, c'est parce que nous-mêmes, on ne se donne pas de valeur. Oui. Alors, il faut dire, Patrick Christian Dobo, que l'armée nigériane est quand même allée dans le fief de Boko Haram pour réussir à déloger ces djihadistes et autres, et que c'est en représailles que ces gars ont encore frappé. Oui, Louis Roger, on peut voir ça hein, dans les stratégies, n'est-ce pas, les mécaniques même de ces activités terroristes-là. Soit ils agissent pour démontrer une capacité de nuisance à une grande échelle, soit ils agissent quand ils sont repoussés dans leur retranchement. C'est comme une espèce un peu de répit ou bien d'étouffement. Je vous prends le cas du Nigeria. On a Yola dans la Damawa, on a Kanu, c'était encore hier, et même au Cameroun, au Tchad. Vous voyez les taux, malgré l'avancée de l'armée nigériane, malgré les taux qui se resserrent avec l'armée tchadienne, l'armée camerounaise et le Niger de l'autre côté qui a mis aussi un état d'urgence dans sa partie sud-est, vous avez l'impression qu'on a comme un sursaut de survie. Donc, c'est vrai que cet étouffement amène quand même ces groupuscules-là à agir. Je prendrai le cas de l'État islamique aussi. Vous voyez, quand les frappes russes se sont intensifiées, avec sur le terrain des victoires engagées par les troupes de Bachar al-Assad, la France y est entrée, les États-Unis, vous voyez, l'État islamique se sent repoussé dans ces derniers retranchements. Et il me semble que le déclenchement de ces attentats-là, même si c'était des choses planifiées depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier que ces attentats ont souvent été tentés, même s'ils ont été déjoués, notamment sur le territoire français. Donc, on a l'impression que ces actes qui arrivent de manière, on va dire, coordonnée, sont des actes aussi qui démontrent quand même que ces groupuscules-là sont bousculés sérieusement dans leur profond retranchement. Donc on peut comprendre ça aussi dans cette dynamique et dire que oui, il y a des revers que les armées conventionnelles donnent à ces terroristes, mais derrière aussi c'est une stratégie pour démontrer que nous sommes vivants et nous avons l'intention de continuer le combat. Il me semble que c'est de cette façon aussi qu'on peut prendre cette... Et dans cette descente sur le terrain de l'armée nigériane, il y a quand même des leaders de Boko Haram qui ont été arrêtés. Ça veut dire que Muhammadu Buhari est sur la bonne voie. Il avait annoncé, et d'ailleurs la lutte contre Boko Haram faisait partie de l'une de ses premières missions. Est-ce à dire qu'il est quand même sur la bonne voie? Je crois qu'il est sur la bonne voie. Voyez-vous que c'est 2 stratégies de guerre différentes. Son prédécesseur croyait qu'il faut boucler une ville, les villes majeures, mais lui pense qu'il faut laisser une circulation. Et je pense que
La deuxième est bonne, parce qu'on peut tout dire. Parce que quand tu boucles une ville, tu te donnes une illusion de sécurité. Pourtant, dehors, il y a des problèmes. Parce que quand il y a cette circulation, vous avez la capacité de savoir comment ils sont en train d'agir. Il faut savoir que maintenant, ils ont vu, Boko Haram, on peut tout dire, hein, ils ont vu qu'en termes de guerre frontale, ils ne peuvent plus, ils sont en déroute. Donc je pense que là où ils sont encore aptes, c'est la capacité de mener une guerre asymétrique. Et c'est ça qui se fait. Et maintenant, pour les battre sur les guerres asymétriques, c'est une chose simple, c'est les renseignements. Et on se souvient qu'il y avait, il y a quelques semaines de cela, Mohamedou Bouhari avec mis sur pied une commission pour auditer les différents comptes de l'armée, savoir véritablement ce que l'armée nigériane a acheté en termes d'armes, de munitions, etc. Et un premier coup de filet vient donc de mettre devant la scène l'ancien colonel d'armée Sambo Dasuki, qui est accusé, n'est-ce pas, d'avoir détourné l'argent destiné à l'achat des avions et des équipements militaires. Alors, Patrick Christian, d'abord, voilà encore une autre action que l'on doit mettre à l'actif de Mohamedou Bouhari. Oui, le colonel à la retraite Sambo Dasuki est tombé dans les mailles de ce qu'on peut appeler la politique intraitable de Mohamedou Bouhari contre la corruption, dans sa stratégie de lutte contre la corruption. Il avait déjà annoncé les couleurs, c'était d'ailleurs un de ses leitmotifs pendant sa campagne, n'est-ce pas, avant son élection à la tête du Nigeria. Donc, le président Bouhari veut se présenter comme étant intraitable sur le plan de la lutte contre la corruption. Il a engagé de sérieux points. Vous voyez d'ailleurs, 5 mois, il a pris 5 mois pour former son gouvernement. La première mouture n'a pas pu être finalement présentée parce que les critères d'équité et de crédibilité qu'il avait mis autour des possibles ou des prétendants à ce gouvernement-là n'ont pas pu être franchis par les premiers qui étaient espérés dans ce gouvernement. Donc, on voit un homme qui reste dans la logique de ce qu'il a annoncé, en tout cas sur le plan de la lutte anticorruption. Et vous vous souvenez que lorsque Goodluck Jonathan était encore à la tête du Nigeria, beaucoup de critiques faisaient état de ce que l'armée nigériane avait du mal à progresser dans sa lutte contre Boko Haram parce que finalement, elle était gangrénée par la corruption et que les troupes n'avaient non seulement pas ce qui leur revenait en termes d'entretien, mais qu'elles étaient sous-armées, pas parce que le Nigeria n'avait pas les capacités de s'équiper en armement, mais surtout parce que les fonds qui étaient débloqués se retrouvaient plutôt dans, on va dire, dans des caisses particulières. Et deuxièmement, on avait même cru voir dans cette vaste corruption-là qui minait l'armée des tractations possibles avec Boko Haram qui se retrouvaient quand même en train d'avoir, on va dire, de l'armement lourd de l'armée nigériane, qu'on se posait la question de savoir comment est-ce qu'ils avaient pu non seulement avoir cet armement, mais le transporter sans qu'il y ait des soupçons, parce que c'était des armes qui étaient quand même assez lourdes et qui ne pouvaient pas passer inaperçues sur des distances assez longues. Quand on regarde la localisation où étaient ces armes-là, n'est-ce pas, c'est Sout, et l'endroit vers lequel finalement Boko Haram a déporté ces armes, il y a eu une distance. Et cela ne pouvait pas se passer sans que les hauts gradés de l'armée ne soient, pour ceux qui étaient soupçonnés, informés de cette situation. Donc, aujourd'hui, il me semble que c'est une suite logique où se positionne Bouhari, une suite logique qui ne concerne pas que l'armée. Vous avez vu dans les finances, vous avez vu un certain nombre de décisions qui ont été prises et des personnes qui ont été interpellées. Donc, Bouhari, aujourd'hui, est comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il a fait sa carrière bien avant, sur le plan militaire. Il a déjà été à la tête de la magistrature suprême du Nigeria. Et aujourd'hui, on le regarde comme un vieux qui sait que ses derniers jours sont très proches et que tout ce qu'il peut faire, c'est de laisser peut-être son nom, inscrire son nom en lettres de noblesse dans l'histoire du Nigeria avec des actes comme cela. Alors, le colonel Sambo Dasuki avait quand même détourné de l'argent qui était destiné pour la lutte contre Boko Haram, destiné donc à cette lutte-là. Et ce qui n'a pas du tout plu au président qui est véritablement déçu de cette attitude. Oui, ça n'a pas plu au président. Rappelez-vous, il a pris l'argent de 12 hélicoptères. Vous voyez, quand des autres pays de la sous-région, le Cameroun, les autres font des difficultés pour en posséder un ou deux, lui, il a la capacité de voler l'argent pour 12 hélicoptères. Donc, je trouve que c'est quelque chose. Donc, je trouve que c'est bien parce que le Nigeria a un problème. Parce que c'est un pays, quand ils sont aujourd'hui la 19e plus grande économie mondiale et première africaine, le Nigeria avait la capacité d'aller au-delà.
on peut dire qu'ici, il y a la corruption au Cameroun, mais la corruption au Nigeria, c'est vraiment phénoménal. Il y a d'abord la ministre du pétrole qui a détourné 16 milliards de dollars. C'est extraordinaire pour une seule personne. Donc, je trouve que ce que Buhari est en train de faire est salutaire, même en termes de stabilité. Parce qu'un pays colossal comme le Nigeria, s'il y a une instabilité là-bas, imaginez-vous s'il y a une guerre au Nigeria, 50 millions de Nigériens viennent ici, c'est l'instabilité du Cameroun et toute la sous-région. Donc je trouve que ce qu'il fait bien, il faut qu'il lutte contre la corruption sans merci et qu'il sait aussi, parce qu'il a dit qu'il ne va pas faire un second mandat, il paraît, il sait aussi que en luttant contre la corruption d'une manière qu'il est en train de faire, tu te crées beaucoup des ennemis. Donc comme il n'a rien à perdre aussi, donc je trouve qu'il fait quelque chose de bien et c'est aussi une leçon pour d'autres chefs d'État de mener une guerre aussi contre la corruption sans merci et puis ça va nous aider. Voilà, on parle également de guerre sans merci du côté du Togo, j'y arrive. Ce sont les populations qui disent non aux tilapia qui viennent donc de la Chine. Et ces tilapia qui sont des poissons contaminés, impropres à la consommation. Alors la Chine qui est un peu pointue du doigt un peu partout pour ce qui est bien évidemment de ces poissons. Ben, écoutez, c'est trop facile parfois de pointer des responsables quand on a une situation comme celle-là. C'est le Togo aujourd'hui, mais ce n'est pas une particularité du Togo. Un bon nombre de pays en Afrique subsaharienne, malheureusement, sont dans ces, on va dire, dans ces situations regrettables qui mettent quand même en péril et en danger la vie des citoyens. Vous savez, on n'a plus le sens même de l'humanité dans nos sociétés. D'accord, ces poissons viennent de la Chine. Mais est-ce que dans nos pays, on a encore même conscience de ce qu'on devrait avoir la capacité de vérifier la norme et la qualité des produits qu'on met sur nos marchés? Ça n'est pas la Chine qui décide de dédouaner ces produits-là au port de Lomé. Ça n'est pas la Chine qui décide de lui attribuer une conformité en fonction de ce que le Togo veut. Ça n'est pas la Chine finalement qui redistribue ça sur les marchés du Togo. D'accord, la Chine a peut-être été le point d'origine de ces poissons, encore qu'il faut commencer à questionner comment cela s'est passé. Vous savez, il n'existe pas de pays où il n'y a pas d'hommes véreux, n'est-ce pas? Est-ce que nos opérateurs économiques, notamment ceux qui sont impliqués dans cette situation-là, n'ont pas expressément demandé des situations comme celle-là pour avoir des coûts relativement bas et faire un chiffre d'affaires exponentiel comme ils ont l'habitude de s'enrichir sur le dos et la vie de leurs compatriotes? Voilà les responsabilités qui doivent être dégagées. Et un coup de chapeau qu'il faut tirer autour de cette histoire, c'est que c'est quand même des confrères dans des investigations, notamment du journal L'Alternative au Togo, qui ont mis cette affaire sur la place publique. Et deuxièmement, on a une société civile assez responsable et forte, qui s'en est saisie, qui en est fait écho. Et on se rend compte que malgré les injonctions du ministère en charge de l'élevage, de ce côté-là, les opérateurs économiques, comme je le disais, se sont entêtés. On continue à mettre cette marchandise sur le marché. Donc, lui, Roger, oui, on va parler de la Chine qui est le point de départ. Et maintenant, on va se poser la question de savoir quelle est la responsabilité de ces opérateurs-là. Et peut-être même plus, est-ce qu'ils n'ont pas commandé à dessein ces produits-là, sachant quel était leur état, pour faire simplement le chiffre d'affaires? Voilà, des analyses ont permis donc de déceler des résidus des médicaments vétérinaires. C'est ce que l'on peut retenir après avoir analysé donc ces tilapia qui nous venaient de la Chine et qui sont d'ailleurs sur les étals dans les marchés du côté du Togo. Et la Chine est toujours pointée du doigt, comme dans la pêche illicite. Hein, on trouve toujours des Chinois qui pêchent en eau trouble, on peut le dire. Mais Elie Smith, pourquoi laisser une situation pareille pourrir quand les défenseurs des droits des consommateurs montent au créneau pour dire c'est pas bon? Pourquoi à un moment donné les autorités administratives ne prennent pas souvent ces signaux-là au sérieux? Bon, c'est parce que nos autorités sont corrompues. Et puis, vous, tout à l'heure, vous avez même posé ça, il y a un pont. Quand vous avez dit il y a eu le problème au Nigeria, personne ne nous prend au sérieux. D'abord, nous, on ne se prend pas au sérieux. On a des gens tellement corrompus que eux, ils veulent seulement vivre pour eux-mêmes. Ils s'en foutent de la réalité.
Parce qu'il a dit, par exemple, que c'est les journalistes qui ont fait les enquêtes, mais souvent les commerçants, là, ou les businessmen, ou les commerçants togolais ou africains, souvent ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent des mèches avec ses administrés. Quand ils lui donnent un peu de l'argent, et puis donc, le problème est que si les Chinois, oui, on peut être dur vis-à-vis des Chinois, mais un Chinois, c'est comme un commerçant. S'il découvre que vous-même, vous n'aviez pas le respect pour votre peuple, il vous donne ce que vous voulez. Vous n'avez pas le problème de pêche. Sur nos côtes africaines, ils pêchent n'importe quoi, tout. Ils ne respectent même pas les maillages nécessaires, la reproduction, parce que nos ministres, nos responsables de pêche sont tellement corrompus, véreux, ils n'aiment pas leur pays respectif. Voilà pourquoi les Chinois peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Même ici au large de Douala, on a un ministère de pêche, non, ils s'en foutent royalement. Ce qu'il veut, c'est qu'il met l'argent dans sa poche. Et là, souvent, on accuse Paul Biya ou quoi. On ne peut pas accuser le monsieur Paul Biya, là. Oui, c'est lui qui les nomme, mais il ne peut pas être partout. Il faudra que nous-mêmes, nous soyons responsables. Quand nous serons responsables, on respecte nos concitoyens. Les autres vont nous respecter aussi. Je pense quand même qu'il y a des efforts qui sont déjà assez appréciables au niveau de nos eaux territoriales, avec ces chalutiers qui sont de temps en temps interpellés. Et je pense qu'il y a d'ailleurs une grosse actualité ces jours. Mais pas assez, lui, Roger, pas assez. Il doit faire passer, on doit voir le problème de la reproduction. Demandez, par exemple, aux pêcheurs artisanaux, les gens qui sont artisanaux. Vous allez voir que nos fonds marins sont raclés par ces chalutiers chinois. Et puis ici au Cameroun, ils ne font pas assez. Je pense que si vous allez comme les journalistes togolais, en fait, vous allez voir que nos gens de pêche au Cameroun sont aussi autant corrompus que ceux du Togo. Voilà. On va aller tout de suite du côté de la République centrafricaine où le contingent des casques bleus de la RDC vont bientôt quitter le pays de Catherine Samba-Panza, accusé de viol, d'agression sexuelle. L'information n'a pas encore été confirmée par les autorités de la République démocratique du Congo, comme le précise Laurent Mendé, qui est le porte-parole du gouvernement. Mais c'est quand même créable qu'on trouve une force qui est chargée de maintenir la paix dans une région qui se livre à des ébats sexuels. Mais je voulais d'abord poser la question, les Nations Unies là-même sont même comment? Donc ils ont cherché partout, non pas... L'armée zaïroise ou de la RDC, on connaît que c'est d'abord dans leur propre pays, c'est un sport pour violer les gens, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Vous allez à l'est de la République démocratique du Congo, voir ce qu'ils font. Donc, il y a des pays comme ça qu'on ne doit pas mettre dans des forces Nations Unies. Ce n'est pas parce que on est en train de chercher des personnels ou des pays, on doit prendre n'importe quel pays. On peut tout dire du Cameroun, mais les militaires camerounais ont une certaine probité. Il y a quand même des brebis galeux entre eux, ce n'est pas pour être nationaliste ou quoi. Il y a quand même une certaine discipline dans la police et de l'armée camerounaise. Mais l'armée de la République démocratique du Congo n'est pas une armée qui mérite de participer dans des opérations des Nations Unies. Donc ça ne m'étonne pas. Si même dans leur propre pays, ils violent, ils agressent. Donc si Lambert Mende, le ministre de la Communication, il peut bien ronronner parce que c'est son rôle, mais la réalité est qu'il ne mérite pas. Alors, Patrick Christian va sortir bien évidemment avec cette actualité de la MINUSCA qui veut donc se séparer de ce contingent de la RDC. 400, c'est quand même important. Oui, c'est important, mais il me semble qu'il y a une grosse polémique quand même autour de ces accusations parce que quand le ministre de la Communication du côté de la RDC estime que pour les premières accusations, ils ont été innocentés et que pour les deuxièmes, ils n'ont même pas encore reçu de manière officielle les plaintes, il va sans dire qu'un contingent qui perd 400 hommes dans une situation déjà en manque d'effectifs du côté de la RCA, c'est toujours bien dommageable. Mais derrière, moi je reviens sur les positions qu'on a souvent eues, à se questionner sur le casting même des hommes qui forment les troupes, n'est-ce pas, onusiennes qui sont envoyées sur le terrain, la prise en compte, n'est-ce pas, de leur environnement et d'un certain nombre de facteurs qui pourraient quand même ternir l'image de ces troupes. Parce qu'on se serait encore contenté des difficultés à sécuriser même la mission principale qui est celle de ces troupes-là. Sécuriser, par exemple, le cas de la RCA, ramener la confiance et conduire ce pays vers une fin de transition tout à fait pacifique. On se serait contenté des lacunes de cette principale mission-là. Mais s'il faut encore avoir des problèmes de mœurs, des problèmes de libido,
Il y a peut-être même, du côté de ces troubles-là, un problème psychologique. Peut-être c'est les populations centrafricaines qui devraient voler au secours de la MINUSCA maintenant. Merci Patrick Christian d'abord, tout en rappelant bien évidemment qu'il y a encore notre contingent estimé à pratiquement 1400 casques bleus qui seront bientôt déployés en République centrafricaine. Vous savez, le pape arrive dans quelques jours en RCA. Il y a également les élections législatives présidentielles qui seront bientôt organisées le 27 décembre prochain. Et il faut bien que cela se déroule dans un climat de paix. On a parlé donc pour ces casques bleus de problèmes de discipline. Ils étaient là d'ailleurs depuis 2 ans. Madame, Monsieur, c'est donc terminé pour cette matinale de l'information. Le programme se poursuit. Ne quittez pas.